Eh bien, bonjour à tous. Nous allons reprendre les travaux et notamment dans le cadre de cette table ronde, nous allons nous interroger sur l'intégration de l'IA dans les systèmes militaires. Quelle particularité dans la spécification de l'IA lorsqu'elle traite des données? Alors, l'intelligence artificielle, ou plutôt les intelligences artificielles, ont des applications multiples et duales, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir le domaine civil et le domaine militaire. Dans le domaine militaire, elles interviennent ou interviendront dans tous les champs, qu'ils soient opérationnels, logistiques, RH, dont d'ailleurs une majorité dans un champ non létal. Alors, mais parce qu'elles sont à usage militaire, les IA doivent-elles répondre à certaines spécifications? Et si oui, les données qui les alimentent ou les données qu'elles utilisent doivent-elles être elles-mêmes spécifiques? C'est à cette question que nos intervenants ici présents vont essayer de répondre, intervenants qui viennent d'horizons divers, dont je ne pourrais pas décrire les parcours brillants malheureusement, mais qui sont des experts de ces sujets et qui vous permettront de l'aborder sous différents angles d'approche. Tout d'abord, avec nous, le colonel Emmanuel Meyer. Vous êtes directeur des études et de la prospective pour la fonction commandement au Centre de doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre. Vous supervisez notamment une série d'études sur les applications cognitives de l'intelligence artificielle. Avec nous également Monsieur Éric Jacopin, enseignant-chercheur en informatique au CREC Saint-Cyr depuis avril 1998. Et vous enseignez les wargames, les jeux, l'intelligence artificielle et la planification d'actions en intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo. Avec nous également le colonel Christophe Augustin, officier de cohérence opérationnelle du domaine commandement et management de l'information à l'EMA. Christophe supervise, je me permets de l'appeler ainsi parce que nous nous connaissons depuis longtemps, Christophe supervise l'ensemble des programmes capacitaires intégrant de l'intelligence artificielle pour l'EMA et pour les forces. Et puis, en dernier lieu, l'ingénieur en chef de l'armement, Walter Arnaud, de la DGA. Alors, vous êtes le Supply Chain Manager Terre à la CIMT, responsable des stratégies de soutien MCO terrestre. Mais depuis 15 jours, vous êtes affecté au cabinet du ministre de la Santé pour suivre les travaux de la Task Force vaccin Covid-19. Alors, pour répondre à la question de la spécification de l'IA et de la spécification des données pour permettre à l'IA d'être compatible avec les spécifications défense, armée, le colonel Meyer. En général, mesdames, messieurs, le sujet qui m'est demandé d'aborder ce matin porte, et comme c'est affiché sur le tableau, sur la conception de systèmes autonomes à partir d'une doctrine. Alors, comme l'introduction faite par Madame Fritz le laisse entendre, je suis plus à mon aise dans la partie doctrine que dans la partie, pour ce qui est dans la partie ingénierie et notamment la partie ingénierie logicielle. Mais ça tombe bien parce que ce n'est pas exactement ce dont j'ai l'intention de vous entretenir. Ce dont j'ai l'intention de vous entretenir s'affiche ici, c'est la façon dont, pour ma part, j'ai compris la question qui m'était posée. Et c'est sous cet angle-là que je vais l'aborder. D'autant que le sujet, s'il peut paraître simple à l'origine, il n'est pas forcément user-friendly, puisque si on revient aux questions du combat, qui est, comme là encore l'introduction de Madame Fritz l'a rappelé, reste l'une des, si ce n'est la finalité des armées, qui utilisent leurs armes pour contraindre l'adversaire. Et dans cette affaire-là, à mon sens, il y a une grande partie du combat, des actions, qui relèvent essentiellement de l'intuition. Et cette intuition est dirigée, là encore, à mon sens, par la perception que le militaire se fait de son environnement et de ses interactions avec le milieu, d'une part, et de l'autre, avec son adversaire. C'est particulièrement vrai dans le milieu terrestre, qui est qu'on qualifie souvent de milieu rugueux. Pour ramener ça dans le domaine conceptuel, ces différents aspects sont ceux que Clausewitz avait catégorisés sous la forme d'une part du brouillard, c'est-à-dire ce que l'on connaît ou pas, ou imparfaitement de son milieu comme de l'adversaire, et les frictions, ce qui relève des erreurs humaines.
Alors c'est peut-être là où il y a une possibilité logicielle assez intéressante. Et ça, je reviens encore, notamment dans le combat terrestre, nous peinons à nous en affranchir. Alors quand un militaire manœuvre, quand il opère, pour le dire autrement, dans le milieu aéroterrestre, lui et son chef doivent composer avec ces éléments, avec le brouillard, avec la friction. Et donc, cette part d'intuition, cette part de décision, comme le mentionnait tout à l'heure dans sa conclusion le général Chary, reste extrêmement importante dans le système décisionnel. Et ça, on va le retrouver à un certain moment dans la doctrine. Donc il y a deux parts dans le combat, de mon point de vue. D'un côté, c'est ce que je viens de vous expliquer très sommairement, très brièvement, une dimension intuitive, et puis qui est assez empirique. Et de l'autre côté, aussi une dimension que je qualifierais de néotechnique, d'apprentissage, d'expérience. Il n'y a pas un système modélisable, reproductible à l'infini, qui suivent des cycles parfaitement établis. Il y a une part d'improvisation, d'intuition, de compréhension, et de décision qui peuvent se prendre d'ailleurs dans un état de connaissance imparfaite et dans un état de stress. Maintenant, ce n'est pas la seule chose dans le combat, il y a aussi une part rationnelle, ce qu'on appelle ce qu'on essaye d'appeler ou de modéliser la partie scientifique du combat qui repose sur des critères objectifs ou sur des objets et des processus qui sont normés. Pour ma part, la doctrine tend à s'adresser à ces deux aspects. D'un côté, la partie intuitive, empirique du combat, et puis de l'autre, les aspects scientifiques. Donc pour illustrer, pour développer mon propos, j'ai suivi les deux étapes qui sont affichées ici, en prenant pour guide l'utilisation d'engins blindés de déminage. Pourquoi? Parce que je suis assez familier de ces questions-là par mon origine. Et puis, parce que c'est un sujet qui me semble répondre aux besoins, parce qu'il est éligible à une forme d'automatisation. Il y a des process à l'intérieur qui sont parfaitement répétitifs. Une fois qu'on a identifié le type de munition, la nature de l'obstacle, finalement, ça n'est qu'un process technique qui, pour l'instant, est essentiellement traité par l'humain, l'expose à du danger, mais qui pourrait forcément, et d'autant plus efficacement, être traité par une machine. Alors, tout d'abord, l'exploration de la doctrine, parce que le bout du bout, avant d'arriver à modéliser les comportements, il faut rentrer dans cette affaire-là. Et donc là, le propos, c'est de vous dire rapidement ce qu'est la doctrine et ce qu'elle n'est pas. Alors, ce qu'elle n'est pas, et notamment, c'est l'un de mes leitmotifs dans le milieu aéroterrestre, ce n'est pas une checklist, je m'excuse, procédurale. Ça peut exister dans certains domaines, ça peut exister pour certaines fonctions. La doctrine, ce n'est pas une checklist de procédure. Il y a une très large partie de l'action militaire qui relève encore, et qui relèvera, à mon avis, pour un bon moment encore, de l'action humaine et de la compréhension que l'homme se fait de son environnement. Donc, dans ce cadre-là, la doctrine revêt un caractère normatif, mais elle vise surtout à donner aux servants et aux cadres, ceux qui dirigent l'action militaire, quel que soit le niveau tactique ou opérationnel considéré, un ensemble d'éléments, une forme de culture, finalement, qui leur permettent de comprendre ce que l'on attend d'eux, d'analyser leur mission et donc de la remplir. C'est le côté, je reviens à mon introduction, le côté apprentissage. La doctrine sert d'abord à fixer un certain nombre de normes qui servent à l'éducation, stricto sensu, du personnel militaire. Elle revêt donc des aspects qui sont conceptuels et théoriques, ce qui, sur le diaporama qui vous est présenté, se trouve dans les colonnes de gauche et du centre. C'est dans ces documents que vous trouverez, outre le contexte d'emploi, donc ce à quoi on entend, dans quel contexte on entend utiliser ces engins, c'est là que vous trouverez les limitations éthiques et légales. Et dans les systèmes automatisés, c'est quelque chose à prendre en compte, puisqu'il y a un certain nombre de limites qui nous sont imposées. Elle va s'intéresser ensuite, cette doctrine, aux applications pratiques, en déclinant pour cela les concepts et les doctrines, et c'est ce que l'on retrouve dans la colonne de droite, dans les encadrés jaunes. Et c'est là que, je pense, vous pourriez trouver ce qui répond à votre besoin, notamment les parties reproductibles, normées de la doctrine, de l'emploi des engins ou des processus de combat. Alors, je prends mon exemple. Je suis entré ici sur le site
sur l'intradef donc sur le réseau de l'armée de terre, et je suis dans la bibliothèque doctrinale de l'armée de terre, sur le site du Centre de doctrine et d'enseignement du commandement auquel j'appartiens. Je vais chercher, pour illustrer mon propos, le manuel traitant des engins de déminage pyrotechnique de mines anti-chars. Donc je suis rentré dans l'onglet génie, puisque c'est là où ça va se trouver, parce qu'il faut se repérer dans ce maquis. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez et où le trouver, vous ne le trouverez jamais. Donc il va vous falloir un guide. Et c'est aussi, je reviens là-dessus. J'ai ouvert cet onglet et je trouve une publication du génie qui va m'indiquer comment cet engin fonctionne, techniquement parlant, et comment il s'emploie, comment l'engager, dans quel contexte remplir sa mission. Dans ce manuel, que vais-je trouver? Deux choses. La première, un ensemble de spécifications techniques. C'est ce qui apparaît ici de manière très sommaire, qui vont vous dire comment l'engin, le système d'armes, parce que là on n'est plus forcément face à un seul engin, ce n'est pas un camion, c'est quelque chose d'infiniment plus complexe, et qui justifie qu'il y ait un équipage, comment l'engin fonctionne. Donc sur l'illustration ici, vous trouvez les aptitudes mécaniques du système de déminage pyrotechnique de mines anti-chars, l'engin de combat, dont la base est un châssis AMX-30, et ce qu'il peut faire dans son contexte opérationnel, techniquement parlant. Et là, vous trouvez un certain nombre de données numériques, objectives, que vous pouvez aisément exploiter pour numériser l'affaire. Ce que ça ne vous dit pas, et c'est ce qui est intéressant quand on regarde, par exemple, la question du franchissement de dévers, c'est comment cette opération, qui mécaniquement est déjà complexe, est rendue encore plus complexe ou difficile dans un contexte de combat, puisqu'à ce moment-là, l'engin aura non seulement à faire face aux rugosités du terrain, aux rugosités physiques, mais en plus à s'adapter au contexte opérationnel. C'est-à-dire que le chef de l'engin, que ce soit une intelligence artificielle ou un homme, aura à prendre la décision soit d'utiliser ces systèmes d'autodéfense, soit de faire machine arrière, soit de chercher un défilement, soit de varier son itinéraire. Et ce guide technique vous dira aussi, vous y trouverez comment utiliser les différents éléments composant le système d'armes, du système d'autoprotection jusqu'au paramétrage du système de déminage du système de déminage pyrotechnique. Et donc là, vous avez une fois encore un certain nombre de choses que l'intelligence artificielle pourrait prendre en charge et traiter en lieu et place des servants humains actuellement. Donc ça, c'est la partie technique qui me semble relativement facile à numériser ou à confier à une intelligence artificielle. Il y a un autre aspect dont ce manuel va traiter, c'est l'emploi de l'engin, sa manœuvre seule et sa manœuvre combinée, en interaction avec d'autres engins ou avec des hommes. Et là, c'est un élément important, parce qu'interagir avec des hommes, il y a eu des exemples de systèmes robotisés utilisés par les Américains en Afghanistan. C'est compliqué pour une machine, et c'est compliqué aussi pour des hommes, mais notamment pour la machine. Distinguer un hostile d'un non hostile quand tout le monde porte plus ou moins une arme et un uniforme, c'est extrêmement complexe. Mais ce n'est pas le sujet. Mon sujet, pour y revenir, c'est quand on regarde ce schéma, vous trouvez la séquence logique qui permet d'ouvrir une brèche dans un obstacle à base de mine. Et on trouve d'abord, c'est le but du dessin du haut, ce que fait l'engin seul, puis ensuite, sur le dessin du bas, ce que fait l'engin en association, où il combine son action et doit pouvoir interagir, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois avec d'autres engins de déminage, mais aussi avec des groupes de combat, avec des éléments humains débarqués, remplissant des missions similaires ou des missions de protection. Donc, à partir de ces schémas, on peut imaginer concevoir des échanges et des flux de données qui pourraient circuler entre les engins agissant contre l'obstacle miné. Et ce type d'éléments vous donne potentiellement une base de réflexion pour commencer à concevoir les éléments numériques que l'intelligence artificielle aurait à exploiter. Ce qu'elle ne vous dira pas, ce que ce règlement ne vous dira pas, c'est comment les engins ou comment l'entité tactique s'adapte au contexte opérationnel. Et ces éléments, ce qui m'amène vers ma conclusion,
ce n'est pas la doctrine. Ce n'est pas dans la doctrine que vous allez les trouver, que vous pourrez les trouver, au moins en l'état actuel, de la façon dont nous fonctionnons, notamment dans l'armée de terre. C'est auprès des équipages, auprès des servants et auprès aussi de ce que je qualifierais, et je m'en excuse, des techniciens du système capacitaire militaire qui disposent de l'expérience. Je l'ai dit en introduction, c'est un métier dans lequel, et le général Chary l'avait mentionné dans sa conclusion, c'est un métier dans lequel l'expérience, l'usage, l'acculturation, la compréhension de sa mission est primordiale, notamment dans le combat terrestre. Et donc pour modéliser correctement des comportements, les faire adopter par une machine, il y a certes la partie doctrine, mais il y a aussi la partie expérience. Et ça, c'est auprès des équipages que vous le trouvez. Ce qui m'amène à mon mot de conclusion que j'emprunte à deux historiens, Prost et Krumm-Eich, qui parlaient du combattant à Verdun. La guerre est un métier qu'il vaut mieux apprendre vite si l'on veut lui survivre. Ça vaut pour le combattant, mais ça vaut aussi pour les engins automatisés. Je vous remercie.